Mais rappelez-vous que les terroristes qui ont attaqué Charlie Hebdo avaient dans leur bibliothèque l'ouvrage Déviance et incohérence chez les prêcheurs de la décadence qui réfutait les thèses de Tariq Ramadan. Pour les terroristes, Ramadan est un prêcheur dans l'islam libéral. Ce soir, vous avez l'opportunité d'écouter les propos du professeur Ramadan vous-même. Il nous avait promis de parler de la 5e anniversaire du printemps arabe, mais je suis certain qu'il abordera aussi les autres thèmes d'actualité. Après sa conférence, Johan Laman posera 5 questions, ça dépend du temps, au professeur Ramadan. Des questions sur le fond de ses idées. Johan Laman a travaillé plus que 35 ans à Molenbeek pour le Centre d'intégration foyer. Il est professeur en anthropologie sociale et culturelle. Actuellement, il est le shareholder du Fethullah Gulen Chair for Intercultural Studies à la Katholieke Universiteit à Leuven. Entre 1989 et 1993, il était aussi le chef de cabinet de la commissaire royale à l'immigration Paula Dont, et après il devint le premier directeur du Centre pour l'égalité des chances. Après les attentats à Paris, Johan Laman a été sollicité presque chaque jour par la presse internationale pour témoigner de la situation à Molenbeek. Il est très bien placé pour s'exprimer sur les théories et les analyses du professeur Ramadan. Avant le début de cette soirée, il m'a confié qu'il avait des sentiments mixtes vis-à-vis du discours du professeur. Je suis certain que la discussion que nous allons mener nous donnera des arguments pour mieux évaluer la controverse souvent stérile et contre-productive qui empêche souvent une analyse intellectuelle de ses idées et ses propositions. Une chose est certaine, la relation entre les uns et l'autre a toujours été très problématique. La méfiance entre la culture arabo-islamique a pris de plus en plus d'ampleur en Occident. Il est donc important de pouvoir aborder cet univers idéologique dans un esprit de réflexion et d'autocritique. Et à travers la série de débats A Color View, Beaux-Arts invite des orateurs de renom à aborder la relation entre l'Europe et le monde musulman d'un point de vue coloré. L'année passée, on a déjà écouté les propos de Tariq Ali, Kenan Malik, Cheikh Khaled Ben Doumes et Sylvain Cléus. Et maintenant, je donne la parole au professeur Ramadan. Merci. 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 Voilà. Ben, merci. Merci de cette invitation, merci de cette introduction. Effectivement, l'invitation ici à Beaux-Arts s'est faite il y a bien longtemps. D'ailleurs, c'est moi-même, pour des raisons d'agenda, qui ai dû repousser, puisqu'elle était elle était bien avant la situation dans laquelle nous sommes. Et je vous sais gré non seulement de cette invitation, mais ensuite également de l'avoir maintenue. Avec exactement ce que je considère être le bon esprit de l'époque, quand s'installe la peur, quand s'installent les questions, quand la sécurité s'impose à tous, il est extrêmement important, il est nécessaire, il est de l'ordre de la santé intellectuelle que, en tant que citoyens, eh bien, nous puissions réfléchir ensemble, discuter ensemble, prendre une distance critique, ne pas tomber dans l'émotion, ne pas tomber dans la peur, essayer de comprendre les choses en amont, qu'est-ce qui s'est passé, comment comprendre, non pas comprendre pour justifier, mais comprendre pour expliquer, pour dépasser, pour trouver des solutions. Et depuis 25 ans, s'il y a une constante dans mon discours, c'est de dire que nous ne nous en sortirons pas seuls contre les autres, c'est ensemble que nous en sortirons, européens ou occidentaux, comme de la même façon les pays à majorité musulmane, c'est ensemble avec des valeurs partagées, ce que j'avais traduit dans un ouvrage qui s'appelle Pour une philosophie du pluralisme, l'autre en nous, où je mettais en évidence des choses que je n'ai cessé de répéter depuis 25 ans. Mon problème souvent, puisqu'effectivement il y a de la controverse autour de mes propos, vous allez vous en rendre compte, je pense
après 25 ans, commencer à m'exprimer clairement. Je constate après 25 ans que l'écoute n'est pas toujours aussi claire, que parfois il y a des projections. Et ce que j'espère dans notre discussion ce soir et dans notre entretien tout à l'heure, c'est que nous puissions aller au bout de certaines questions, j'espère de la façon la plus claire. Donc, ce n'est pas la première fois que je viens en Belgique, ça fait longtemps, je suis habitué à mon engagement ici. J'essaie également de faire un travail de formation, donc j'en profite en l'occurrence, puisque ça aussi, j'aimerais que ce soit ouvert au public belge de confession musulmane comme des personnes qui sont d'autres traditions religieuses, chrétiennes, juives, bouddhistes, hindous, sans confession, ou agnostiques ou athées, de mettre en évidence ce travail-là, parce que le meilleur moyen de savoir ce que je dis vraiment, c'est de venir voir sur le terrain ce qui se fait. Ce n'est pas simplement une seule conférence, c'est lire déjà les livres, mais voir aussi ce qui se fait sur le terrain. À la fin du mois de janvier, je te donnerai quelque chose ici, une formation sur l'éthique. L'éthique musulmane, et qui va jusqu'à l'éthique partagée, ce sur quoi nous devons nous mettre d'accord, qui sont des principes fondateurs. Et vous allez voir dans le discours que je tiens aujourd'hui, je pense que je fais un appel général à la cohérence. Et l'appel général à la cohérence passe aussi par l'appel à la conscience critique. C'est-à-dire qu'il faut savoir être critique avec les siens, entre guillemets, et il faut savoir être ouvert à la cohérence d'autrui, parfois, et même aussi poser des questions, aller jusqu'au bout des questions par rapport à autrui, quand on est dans le dialogue sincère, quand on a envie de comprendre, quand on a compris aussi que l'avenir se construira ensemble et pas les uns contre les autres. La Belgique, mais comme toute l'Europe et tout l'Occident, comme d'ailleurs le Moyen-Orient, est aujourd'hui dans un grand danger de fracture fondée sur la politique émotionnelle, fondée sur la crainte, fondée sur la surdité. Quand l'émotion est trop grande, l'écoute diminue. Quand on est trop pris par son émotif à soi, on écoute moins, on est moins capable d'écoute et de nuance. Et donc, c'est ce à quoi je vous appelle ce soir. Mais avant de venir à notre engagement, parce que moi, ce qui m'intéresse en venant ici, ce n'est pas simplement de décrire ce qui se passe au Moyen-Orient 5 ans plus tard, c'est comment est-ce que ça nous revient à nous, et quelle est notre responsabilité à nous, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Le plus important, c'est de comprendre que nos destins sont liés. Il ne peut pas y avoir une Afrique ou un Moyen-Orient déstabilisé, violent, où la mort règne, et supposer qu'en Europe, comme aux États-Unis, comme en Occident, on va être protégé de tous les maux de la terre. Ça va nous revenir, et ça nous reviendra, et ça nous revient déjà. Et donc il faut à partir d'un certain moment se poser la question, non pas de se cacher derrière notre sécurité, mais de nous rencontrer dans notre humanité commune et de voir comment les choses peuvent être comprises. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est un voyage en partant sur les printemps arabes, 5 ans plus tard, où on est et puis de revenir à comment les choses se passent. D'abord, la première des choses que j'aimerais dire, que j'avais élaboré dans un ouvrage qui s'appelait Le réveil arabe, je mettais en évidence qu'il fallait que nous fassions attention à nos précipitations dans la lecture. Je le disais il y a 5 ans en fait, et il y a 4 ans quand j'ai écrit le livre sur une année en suivant les événements, je dis nous sommes peut-être en train de nous tromper, et j'avais développé l'idée sur les printemps arabes que d'abord ce n'était pas des printemps, que je n'adhérais pas à l'idée que c'était très vite déjà des révolutions, et j'appelais mes concitoyens, mais comme également mes coreligionnaires, à ce que j'appelais la prudence, et en disant je suis prudemment optimiste. Je le disais en 2010 et 2011. Pourquoi? Parce que j'ai pris du temps à étudier qu'est-ce qui s'était passé avant, qu'est-ce qui se passait en amont. Et j'ai tout de suite dit, nous sommes trop vite emportés par la fébrilité politique et nous ne regardons pas d'autres considérations économiques et géostratégiques dans la région. Les vraies questions ne sont pas uniquement politiques. Si nous étions vraiment sérieux sur la question de la démocratie, ça fait longtemps que nous aurions commencé. Et nous l'aurions commencé avec tout le monde, et non pas à géométrie variable, selon que les États sont nos alliés ou pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la démocratie au Moyen-Orient, très très peu sont en train d'appeler avec toute la force et toute l'énergie de leur conscience le fait que les pétromonarchies deviennent démocratiques.
Ça nous intéresse moins que d'autres pays, en l'occurrence. Et pourtant, si on était vraiment démocrate, il faudrait que ce soit partout et pour tous les pays. Et non pas simplement certains pays parce que leur gouvernement nous sied ou ne nous sied pas, et puis d'autres, on se taira parce que leur économie nous va. Oui. Et donc, ici, il faut avoir aussi, comprendre d'où les choses se sont passées. Deuxième élément, donc comprendre en amont. Deuxième des éléments que j'aurais voulu mettre en évidence, c'est qu'on le sait, ça a commencé avec la Tunisie, et tous ceux qui visitaient la Tunisie ou qui visitaient l'Égypte en même temps savaient que la situation économique, que la corruption, que le prix des besoins de première nécessité était extrêmement élevé. Donc il y avait quelque chose il y avait les ingrédients de ce mouvement populaire. Et nul ne peut nier le fait qu'il y a eu une sincérité dans le mouvement populaire, mais en même temps, ce qu'on a extrait de la Tunisie et de l'Égypte, qui étaient les deux premiers, c'est quand même de ne pas considérer ce qui était toute la région. Le problème de ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'est qu'on a géré intellectuellement et politiquement le printemps arabe pays par pays, la Tunisie, l'Égypte, et qu'en fait, il fallait voir toute la région. Et la région, c'était l'Irak. Et l'Irak, c'est une ancienne histoire. Elle remonte à très très longtemps. Elle remonte à un moment de la lutte et de la résistance de l'Irak par rapport à l'Iran qui vient de faire sa révolution. Et l'Irak, à ce moment-là, est l'allié objectif des États-Unis, au premier rang desquels Saddam Hussein lui-même. Et donc c'est une ancienne histoire, et ensuite il y a eu la première guerre du Golfe en 92, et puis en 92, et en l'occurrence, après coup, l'évolution. Et donc il faut voir aussi ce qui s'est passé et l'évolution globale, et de ne pas simplement penser le printemps, deux pays qui ont commencé, puis on évaluerait la situation uniquement à partir de ces deux pays-là. Et puis ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la Tunisie, il y a eu un mouvement qui a été une gestion beaucoup moins violente que l'Égypte, et qui a été, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, une transition démocratique, mais on est dans une situation extrêmement difficile. C'est pas gagné encore la Tunisie. C'est moins violent que l'Égypte, mais c'est pas gagné en termes de liberté démocratique. Vous le voyez avec ce qui est en train de se passer au niveau de la sécurité, de la violence qui s'est exercée et qu'on a vu apparaître. Donc il y a un consensus politique pour éviter la tension et la polarisation de tous les acteurs. Donc, et puis avec la nouvelle constitution, il y a eu un travail qui s'est fait, mais nous sommes loin encore de l'idéal. Ajoutez à cela l'extraordinaire difficulté de la Tunisie sur le plan économique aujourd'hui, qui fait que le pays est en plus déstabilisé parce que sa principale manne financière est mise à mal à cause du fait que le tourisme est aujourd'hui remis en question à cause des attentats et la politique sécuritaire qui s'est installée et qui revient avec des classiques partiellement de l'ancien régime, mais nous ne sommes absolument pas dans le retour de Ben Ali, mais nous ne sommes pas encore dans la démocratisation attendue. L'Égypte, ce qui se passe aujourd'hui, est pire que le régime de Moubarak. Factuellement, et avec les chiffres de ceux qui sont en prison et de ce que exerce ici. J'étais très critique, contrairement à ce qu'on a dit, parce qu'on n'arrête pas de dire Tariq Ramadan, c'est le petit-fils de Hassan el-Banna. Factuellement, c'est vrai, je suis le petit-fils de Hassan el-Banna, et je n'ai aucun problème à le dire, à l'assumer et à revendiquer cette filiation. Parce que ce que je revendique de mon grand-père, c'est un homme qui a résisté à la colonisation britannique, qui a dit aux Britanniques, vous quittez ce pays, ça n'est pas là où vous devez venir, et qui a dit, à ce moment-là, dans son histoire, ça se fera à partir de notre culture. Je le place dans son contexte. Est-ce que je partage toutes les idées? Non. Est-ce que je suis aujourd'hui des frères musulmans? Non. Est-ce que j'ai été critique à l'endroit des musulmans? Oui, et plus souvent qu'à mon tour, si seulement on me lisait. Mais j'ai l'impression que chez certains intellectuels en Occident, la pensée passe par le sang et qu'elle vous colle aux vêtements. Parce qu'on n'est pas dans un discours réel. Parce qu'on ne lit pas ce que j'ai pu dire dans le livre La Réforme, je veux dire, le réveil arabe. Je suis très très critique sur ce qui est en train de se passer en Égypte. Je suis très critique par rapport à la pensée islamiste contemporaine. Lisez, au lieu d'entendre quelqu'un qui a dit, que j'avais sans doute dit, et que si je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé sans le dire. Parce que ça aussi, c'est le problème.
du discours qui n'est plus du tout un discours intellectuel. C'est un discours qui est vicié et vicieux, parce qu'on n'est plus aujourd'hui en train de se parler d'homme à homme, d'être humain à être humain. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui en Égypte, je veux dire, dans le silence de la communauté internationale, un gouvernement dont le régime militaire tient 60% du secteur économique. La corruption est partout en Égypte et le juge réussit en moins, ça c'est une première dans le pays, et c'est une première dans la région, en moins de 20 minutes à déterminer et à décider de la peine capitale pour 1200 personnes. 1200 personnes en 20 minutes sont considérées comme des personnes qui méritent la peine de mort. Et on ne dit rien. Et donc, en l'occurrence, pour un peuple, même si certains disent la majorité du peuple soutient l'armée, ce qui est encore aujourd'hui à voir et à considérer. Mais pour un peuple, quand on vous dit on passe par le processus démocratique et qu'il en finit ceci, et que l'Occident se tait sur le nouveau régime, c'est-à-dire est-ce qu'on est vraiment pour la démocratie ou on est pour la stabilité qui nous convient? Parce que c'est ça la vraie question. Je me souviens du conseiller d'Erdogan qui disait, vous savez, au bout du compte, il faut qu'on se pose tous la question. Mais de continuer à dire, est-ce que les musulmans sont prêts pour la démocratie, pourrait être aussi changé du point de vue du musulman en disant, vous savez, vous avez lu Amin Malouf. Amin Malouf a écrit un livre qui s'appelle Les croisades vues par les Arabes. Alors je vais changer le titre du livre, je vais dire la démocratie vue par les Arabes. Et la question est celle-ci. Au lieu de se poser la question, est-ce que les musulmans sont prêts pour la démocratie? Il faut aussi poser parfois la question chez certains gouvernements occidentaux, est-ce que les gouvernements occidentaux sont prêts pour la démocratie des Arabes? C'est une bonne question. Parce qu'à bout du compte, on a l'impression qu'on est pour la démocratie quand ça nous arrange, et on est d'accord avec les dictatures quand ça nous arrange, financièrement et géostratégiquement. Mais donc, de ce point de vue-là, ce à quoi on assiste 5 ans plus tard, c'est la déstabilisation générale du Moyen-Orient, selon ce que j'ai appelé, avec le modèle de ce qui a précédé le printemps arabe, le modèle irakien. Le modèle irakien, c'est 3 choses. Première des choses, intervention américaine sur la base d'un mensonge. Aujourd'hui, on le sait, il n'y avait pas d'armes de destruction massive et il n'y avait pas de relation avec Al-Qaïda. C'était un mensonge. Colin Powell intervient aux Nations Unies, il ment. Et on le sait aujourd'hui qu'il a menti. Ceux qui ont le pays qui a été un peu à l'honneur en Europe, ça a été la France avec Villepin qui a dit nous n'irons pas dans cette guerre-là. Et c'est le seul qui jusqu'à aujourd'hui dit répondre au terrorisme en allant bombarder la Syrie, ça n'est pas, on ne bombarde pas le terrorisme et le terrorisme ne se combat pas en bombardant une population. Et je suis d'accord avec lui sur ce plan-là. Il a gardé au moins cette cohérence par rapport à... alors je peux comprendre qu'émotivement, on dit on va leur montrer qu'on n'a pas peur. Mais aller leur montrer qu'on n'a pas peur en bombardant des civils, après avoir eu des civils morts chez nous, ça fait que 2 fois des civils qui sont les victimes. Ça ne résout pas l'équation de la justice. Ça, c'est notre position principale. Ce que je voulais dire, c'est que, première des choses qu'on a vues en Irak, fragilisation du régime. Le régime irakien aujourd'hui ne survit pas de lui-même, il est extrêmement fragile, il n'y a pas de solidité du politique. Deuxième chose qui est dans le modèle irakien, c'est la division interne. Des groupes qui se disputent. On a les chiites, on a les sunnites, mais on a en plus des tribus, on a en plus une population qui est divisée. Troisième des choses, sécuriser les ressources pétrolières. Et c'est le cas. Elles sont sécurisées. Donc on sécurise les ressources. D'ailleurs, il y a des choses quand même qui étaient extrêmement graves. On laissait les musées se faire détruire, c'est bien de le dire ici, aux Beaux-Arts, de voir comment les Américains qui ensuite se scandalisent de voir ce qui se passe en Syrie quand on détruit on a de quoi être scandalisé. C'est inacceptable ce qui s'est fait au niveau de l'art et au niveau du patrimoine de l'humanité. Mais c'est quand même les Américains qui, quand ils s'installent en Irak, protègent les ressources pétrolières et les laissent les musées. Avec la même idée de la protection. Ce qui s'est passé en Irak, c'est cette déstabilisation. Maintenant, regardez la Libye, exactement la même chose. Régime fragilisé, division de la population, ressources pétrolières protégées. Regardez ce qui se passe avec un pays qui est plus pauvre, mais qui est stratégiquement essentiel. C'est le Yémen. À l'heure où je vous parle, on ne parle plus du Yémen, c'est 100 à 150 morts par jour. Et la majorité d'entre eux, ce sont des civils. Et le Yémen, ce serait pas important. Pourquoi? Parce que le pays est pauvre, la vie d'un Yéménite vaut moins que la vie d'un Syrien, ou que la vie d'un Israélien, ou que la vie d'un Palestinien, ou que la vie d'un Parisien.
Quand j'ai dit, par exemple, je ne suis pas Paris, ce n'était pas que je n'étais pas en empathie avec Paris. Je dis, je serai Paris le jour où nous tous nous serons Beyrouth, Damas, Bagdad et tous les pays de la planète. Pas simplement nous quand on est touché, en supposant que la vie des nôtres a plus de valeur que la vie des autres. Donc il y a une cohérence que nous devons avoir par rapport à cette discussion-là. Et donc on regarde la Syrie aujourd'hui, division, régime qui n'a la force que de cette division, en l'occurrence. Aujourd'hui, Bachar el-Assad a réussi à faire en sorte de devenir incontournable si on veut trouver une solution, ne serait-ce que transitoire. Et vous avez un pays dont l'accès aux ressources aujourd'hui, c'est un pays de basse intensité qui déstabilise toute la région. Tout ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, l'une des équations, c'est effectivement l'équation de la Syrie. Et je disais il y a 4 ans, j'ai l'impression cynique qu'ils se sont mis d'accord pour ne pas être d'accord. Tous les analystes sur la région disent, si on était intervenu au départ, quand les gens étaient sur le terrain, si on avait fait quelque chose, ne serait-ce que des décisions politiques, pas forcément intervenir militairement, mais des décisions politiques appropriées qui soutiennent le peuple qui se réveille contre le dictateur, au lieu de dire à Bachar el-Assad, vous changez votre régime, ce qui était complètement stupide, on ne demande pas à un démocrate, à un dictateur de devenir démocrate. Je ne sais pas, j'ai un problème quand même. Et donc on lui demande ceci pendant 8 mois. L'administration américaine et l'Europe lui demandent de changer de régime. Il ne le fait pas, et voilà jusque peu à peu où nous en sommes arrivés. Et aujourd'hui, nous payons tous le prix parce que ça fait les réfugiés, ça a une source. La violence qui nous revient, ça a une source. Et donc, à aucun moment vous n'entendrez dans mon discours la justification géopolitique de ce qui se passe avec les attentats de Paris, par exemple. Je le dis et j'ai répété, les musulmans, les savants musulmans, les intellectuels musulmans doivent avoir une double réponse. La première réponse, elle est religieuse. Il y a des femmes et des hommes qui justifient au nom de la religion le fait de tuer des innocents et de faire ce qu'ils font. Il faut, avec force, sur le plan religieux, dire que ceci est à condamner et inacceptable. Mais dire, comme certains le font, ça n'a rien à voir avec l'islam, ou dire même ce ne sont pas des musulmans, c'est faire exactement ce qu'eux veulent. C'est-à-dire qu'eux disent que nous ne sommes pas musulmans, et nous nous disons que ce ne sommes pas musulmans, donc en fait l'islam a beau jeu entre deux qui ne sont pas musulmans. Non, il faut qu'aujourd'hui, on ait un discours religieux qui soit clair. Le discours religieux doit être extrêmement clair, et il doit s'adjoindre d'un discours politique qui explique ce qui se passe pour qu'on ne fasse pas au nom du discours religieux, l'économie d'un discours politique, ou au nom d'un discours politique, l'économie d'un discours religieux. Il faut les deux. Il faut la condamnation religieuse et il faut l'explication politique et l'explication de ce qui se passe sur le terrain. Ça me paraît important. Mais si vous continuez, vous apercevez que la Libye, c'est la même chose. Vous apercevez, comme je le disais, que le Yémen, c'est la même chose. Et puis, il y a, 5 ans plus tard, 2 pays qui sont ébranlés. Le premier pays qui était ébranlé, qui avant le début de l'évolution malheureuse de la déstabilisation du Moyen-Orient, était en train d'avoir un rôle central dans la région. Il faisait partie de cette nouvelle présence régionale, et ça c'est pour ceci que je dis et je répète, nous nous sommes trompés sur le printemps arabe si nous avons uniquement eu une lecture politique. La vraie question du Moyen-Orient, elle est économique et géostratégique. Les nouveaux intervenants, les nouveaux acteurs du Moyen-Orient, sur le plan économique et géostratégique, ce sont les pays du BRIC, c'est-à-dire le Brésil et de plus. Rappelez-vous, qui intervient sur le plan régional pour commencer à intégrer l'Iran à la discussion sur le nucléaire? La Turquie et le Brésil. Le Brésil a une présence. La Chine et l'Inde sont des nouveaux acteurs. Ajoutez à ceci la Malaisie et en plus une nouvelle configuration régionale. 17e puissance mondiale économique, la Turquie, a vu sa stratégie de pas de conflit à nos frontières être totalement ébranlée par la déstabilisation de la Russie et de devoir revoir complètement sa stratégie sur le plan régional. Ça, c'est un premier pays. L'autre pays qui paye aussi le prix, c'est le Liban, qui aujourd'hui, dans cette situation-là, est dans une situation tout à fait particulière. Ajoutez à cela, 5 ans plus tard, le peuple dont on parle peu, dont on parle uniquement quand il y a des crises, c'est le peuple palestinien. Or, en fait, on est en train de se tromper.
l'une des clés de la pacification du Moyen-Orient, c'est la solution du conflit israélo-palestinien. Et quand on va nous faire parler de toute la périphérie, la Syrie, le Yémen, et qu'on oublie que ce conflit-là est central, et que ce qui développe des frustrations dans le monde arabe, c'est l'incohérence du monde occidental vis-à-vis de la Palestine, et dans le silence et l'exception israélienne sur le plan mondial. Parce que moi je suis occidental, j'ai discuté avec les autorités américaines, au plus haut niveau de l'État américain, au plus haut niveau de pratiquement tous les États. Quand vous parlez avec des politiques, ils sont tous d'accord qu'on devrait faire plus et qu'il y a quand même un problème avec la politique israélienne. En privé, tout le monde est d'accord. En public, tout le monde est d'accord du contraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, faire l'économie de la question israélo-palestinienne dans ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça n'est pas possible. Et donc, en l'occurrence, là aussi, c'est plus de ce dont on parle aujourd'hui. Et à l'heure où je vous parle, la colonisation continue, la violence continue, et ça n'est pas simplement qu'à Gaza, c'est en Cisjordanie, ça aussi. Et de ce point de vue-là, il faut que nous intégrions ceci à notre lecture du Moyen-Orient. Ayant dit ceci, vous apercevez que c'est complexe et qu'il faut lire les choses à plusieurs niveaux, et que le pire que nous fassions, c'est islamiser tout le Moyen-Orient, en disant c'est une question religieuse, c'est faux. Israël et Palestine, c'est pas religieux. Il y a une donnée religieuse que moi j'ai résolue tout de suite, par principe. La religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane doivent avoir pour leurs fidèles l'accès égalitaire au lieu saint et le respect du lieu saint de chacun. Ça ne se discute pas, et ceci devrait être le premier principe de la résolution religieuse de ce conflit-là. Ensuite, sur la question de la citoyenneté, sur la question du vivre ensemble, il faut mener une politique qui est une politique qui va dans la reconnaissance de la dignité des êtres humains, de la dignité de la citoyenneté égalitaire, et que je ne conçois dans aucun pays, même majoritairement musulman, et ça vous pouvez le lire dans mon ouvrage sur le réveil arabe, où j'ai interpellé l'Égypte en disant il est inadmissible qu'un citoyen égyptien copte n'ait pas les mêmes droits qu'un citoyen égyptien musulman. Par principe, par définition, citoyenneté égalitaire. Mais je veux la même chose en Israël. Et n'importe quelle personne qui me dit, au nom du fait d'une citoyenneté spécifique du peuple juif citoyen d'Israël, qui n'aurait pas les mêmes droits qu'un citoyen arabe, qui est là de 3 générations et dont les enfants n'ont pas accès immédiatement à la citoyenneté, mais que quelqu'un qui vient de Russie, qui est juif d'origine, reçoit la nationalité avant un homme de 3e génération israélien arabe, ben je pense que là il y a un problème. Et si on me présente ceci comme la seule démocratie du Moyen-Orient, ben le Moyen-Orient a du souci à se faire. Parce que ce qu'il faut, c'est changer ceci là-bas, comme il faut changer dans tous les pays majoritairement musulmans. Le principe de la citoyenneté égalitaire ne se discute pas en Occident, il ne doit se discuter dans aucun pays. Et je suis le premier à dire que les États du Golfe qui ne donnent pas la citoyenneté à des gens qui s'installent ne sont pas des pays démocratiques qui respectent la citoyenneté. D'ailleurs, il n'y a même pas de société civile. Il n'y a même pas de société civile, ça se passe entre les structures d'État et puis les impositions qui viennent d'en haut. Donc on n'est pas du tout dans une réflexion démocratique et de société ouverte. Donc vous m'aurez bien compris, je ne réserve mes critiques à personne. Critique à l'endroit de nos incohérences, et vous savez, quand je dis nous, il faut bien qu'on se mette d'accord. Je suis européen, et je parle de nous, Européens. Et qu'à des moments donnés, quand je n'interpelle des musulmans, je peux dire nous, les musulmans, nous avons à parler. Donc mon nous, il est très inclusif. Mais vous n'êtes pas en train de parler à quelqu'un qui vous visite de l'extérieur. C'est ce nous inclusif qui fait que nous, citoyens européens, aussi qu'on se pose des questions. C'est en tant qu'Européens que je me pose des questions aussi, même en tant que musulman, en disant nous avons à faire ce travail-là et nous avons à être des partenaires. Et donc on a, de ce point de vue-là, à se poser la question de la complexité. Donc ce que je voulais dire, pour... je crois que j'ai encore un quart d'heure, c'est ça? Oui. Je suis dans mon temps. D'accord. Donc, premier des éléments, si on regarde le Moyen-Orient aujourd'hui, de là où nous sommes, le premier constat que nous avons à faire, l'instabilité est partout.
le nouveau Moyen-Orient qu'on avait espéré renaître des printemps arabes avec cet appel de la jeunesse à la justice, à la dignité, à la liberté, aujourd'hui c'est division, instabilité, violence. Voilà ce que nous sommes en train de constater sur le terrain, et de ce point de vue-là, c'est un drame. Ajoutez à cela que tous les processus de démocratisation, moi je l'avais dit, George Bush, quand en 2003 il annonce la démocratisation du Moyen-Orient, c'est une démocratisation dont on savait déjà, pour qui connaît la politique américaine dans la région, à géométrie variable. Mais encore une fois, le problème ce n'est pas les États-Unis, le problème ce n'est pas l'Europe, le problème à un moment donné, il faut le regarder aussi de l'intérieur. Le premier problème des États arabes, ce sont les États arabes. Le premier problème de ce qui est en train de se passer, même des Palestiniens. Les Palestiniens ne sont pas d'abord les victimes de la seule politique américaine ou européenne, ils sont les victimes de l'absence et de la corruption de la politique arabe. S'il y a une politique arabe, je dirais la politique désordonnée, chaotique des États, parce qu'il n'y a pas de politique arabe. Il n'y a pas de politique arabe, comme on peut se poser la question parfois de savoir s'il y a une politique européenne, parce qu'on est en ordre dispersé. Mais il n'y a pas de politique arabe. Même les printemps arabes, les Tunisiens étaient pour la Tunisie, les Égyptiens pour l'Égypte, il n'y avait même pas de rapport sud-sud. On ne pensait même pas qu'on s'en sortirait. On ne s'en sort pas régionalement. Un seul pays ne va pas s'en sortir. C'est un mouvement transnational qu'il faut si on est pour la démocratie. Parce qu'il faut un mouvement transnational qui dit quoi? Dit qu'on se sort de la corruption en développant une stabilité économique. Or, la stabilité économique, ce n'est pas simplement l'axe nord-sud, c'est l'axe sud-sud. Il était totalement absent de toute la mobilisation. Tous ceux qui sont descendus dans la rue contre le dictateur Ben Ali, contre le dictateur Moubarak, ils savaient contre qui ils étaient, mais ils ne savaient pas pourquoi ils s'unissaient. Donc le projet après qu'il tombe, quel était-il? Quelle allait être la politique? Au-delà de la polarisation totalement sclérosée, je l'ai écrit dans le livre, totalement improductive des laïcs d'un côté versus les islamistes. Les laïcs qui disent aux islamistes, vous êtes, vous, des gens rétrogrades et conservateurs, nous sommes des libéraux, même si parfois les libéraux ont soutenu les dictateurs, et les islamistes qui disent aux laïcs, vous êtes occidentalisés, nous sommes les gardiens de la tradition. Mais entre les gardiens de la tradition et ceux de la modernité, on n'avait pas de projet politique. Quelle était leur politique éducative? Quelle était leur politique sociale? Quelle était leur politique économique? Quelle était leur politique culturelle? Quelle était leur politique économique? Vous l'avez entendu ça? Vous avez entendu quelque chose qui venait, qui sortait de ces mouvements populaires? Rien de cohérent, si ce n'est une polarisation, ce qu'on a eu en Tunisie, ce qu'on a eu en Libye, ce qu'on a eu en Égypte. La pauvreté fondamentale du discours politique arabe, avec une élite qui est absente, alors encore une fois, on a des circonstances aggravantes, on a l'absence de démocratie pendant longtemps, ça s'apprend le débat politique, ça s'apprend le débat pluraliste, bien sûr, mais d'un autre côté, on ne peut pas toujours se présenter en victime d'État et de corruption et de ne pas apporter quelque chose de nouveau, surtout quand le mouvement venait avec autant de force. Et donc ce que je dis, c'est qu'à aucun moment, entendez-le bien, 5 ans plus tard, je ne dédouane ni les citoyens arabes, ni les institutions arabes, ni les États arabes de leur responsabilité première dans la déroute à laquelle on assiste aujourd'hui. Mais ça ne m'empêche pas de ne pas être aussi le dernier qui vient de tomber, naïf, en pensant que, comme on me le dit, moi, quand j'étais aux États-Unis, on m'a dit « Ah, Obama, contrairement à Bush, a pris du recul par rapport au Moyen-Orient. » Mais ça n'est pas du tout vrai. Il est impossible que l'administration américaine prenne du recul par rapport au Moyen-Orient pour 1001 raisons. D'abord pour les ressources pétrolières, pour le gaz et pour une relation tout à fait particulière avec un acteur central dans la région qui est Israël. Si vous avez des mois avant l'élection, Hillary Clinton qui dit « Notre soutien à Israël est indéfectible » et à Netanyahou, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de dire qu'elle sait que son élection passe par la reconnaissance
est de, pas la reconnaissance, le soutien, mais la reconnaissance de la légitimité de Netanyahou, dont, encore une fois, quand vous discutez avec les politiques, tout le monde sait qu'il ment et qu'il ne dit qu'une seule vérité. Ce qu'il a dit juste avant les élections, c'est qu'en fait, un État palestinien, il n'en veut pas. La réalité, Stéphane Hessel, de ce point de vue-là, avait raison. Dans l'équation israélo-palestinienne, ceux qui, aujourd'hui, dans le gouvernement israélien, ne veulent pas la paix, c'est en l'occurrence des gens de la nature de Netanyahou qui fait tout. Il l'a dit, lui, il a dit il n'y en aura pas d'État arabe, ça me fait gagner les élections. C'est quand même troublant de se dire qu'est-ce que c'est de paix dont on parle. Et ça aussi, il faut le garder dans l'équation. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une frustration. N'oubliez jamais ce terme. Il est essentiel. La frustration. Un élément psychologique fondamental quand vous n'avez plus les clés raisonnables et rationnelles de comprendre comment les gens fonctionnent, leurs frustrations peuvent être des moteurs qui peuvent aller très très loin dans l'extrémisme. Se sentir frustré. Quand on a espéré la démocratisation, au bout du compte, vous avez l'armée qui revient, la corruption qui s'installe et qui ne permet absolument pas au pays d'avancer, et puis la répression qui s'est installée, puisque sous des couverts de sécurité, la répression, il faut quand même, je veux dire, faut se rendre compte de ce que c'est que le système Bachar el-Assad. Mais encore une fois, il fallait le savoir, ce qu'était le système de Moubarak, ce qu'était le système de Saddam Hussein, qui a été un de nos alliés régionalement. Donc, à partir d'un certain moment, ces frustrations-là, dans le monde majoritairement musulman, si elles font écho à des frustrations en Europe, quand deux frustrations se rencontrent, qui peut assurer le contrôle de frustration? Qui, aujourd'hui, sur le plan politique? Et donc ça, ce sont des questions qui sont importantes. Et donc, ce qui m'amène à prolonger le propos, c'est ce que je disais, il faut aujourd'hui regarder... Vous savez, un jour, j'étais avec un représentant du département d'État américain, nous étions dans une université américaine, il me dit « Monsieur Ramadan, je vais vous donner une clé très très simple de notre rôle au Moyen-Orient. Nous avons 3 intérêts au Moyen-Orient, 3. Pas un de plus, pas un de moins, il y en a 3. 1, c'est l'accès au pétrole. 2, c'est la sécurité. Et 3, c'est Israël. Ça, ces 3 clés-là, c'est ce qui explique comment on intervient. Et le premier élément, évidemment, l'accès au pétrole, et donc c'est économique et géostratégique. L'arrivée de la Chine, en moins de 10 ans, la Chine a multiplié par 8 sa présence économique dans la région. Aujourd'hui, si vous allez en Afrique, on parlait tout à l'heure avec le directeur, vous allez en Afrique, la présence chinoise est incroyable. La Turquie, qui avait une nouvelle position de 17e, a ouvert dans le continent africain, en moins de 5 ans, 40 ambassades. Relations sud-sud, c'est-à-dire ouvrir le chantier, ne pas être obsédé, puisque l'Union européenne, vous ne voulez pas, c'est ce qu'a été la politique d'Erdogan, avec la dérive, parce que moi je suis très critique par rapport à ce qui est en train de se passer en Turquie, mais ce que j'aimerais dire, il dit, vous ne voulez pas dans l'Union européenne, relation avec la Chine, relation avec l'Inde, relation avec l'Afrique. C'est-à-dire ouvrir le caractère multipolaire du rapport économique global. Ce qu'on n'a pas été capable de faire les États arabes au moment de cette poussée populaire. Je veux dire, c'est ça le problème des États arabes. Des mouvements de libération nationale qui finissent par être nationalistes et qui ne savent plus pas se dépasser. Il n'y a pas de libération démocratique si on est nationaliste au point de penser qu'on s'en sortira sur un plan individuel ou d'un État individuel, comme je le disais tout à l'heure. Donc il faut aujourd'hui se rendre compte que la déstabilisation du Moyen-Orient a pour conséquence le regain de la sécurité. Et le regain de la sécurité, c'est le retour en force de l'administration américaine dans la région. Pourquoi? Parce qu'aucun autre État ne peut entrer en compétition avec les bases américaines, les bases militaires et la sécurité. Dans tous les États du Golfe, tout ce qui concerne la sécurité est sous autorité américaine. Tout ce qui concerne la sécurité en Arabie Saoudite, au Qatar et dans les États du Golfe. Et en particulier dans les relations qu'ils ont avec l'armée égyptienne et dans ce qu'ils ont comme relation avec l'armée saoudienne. Donc il faut se rendre compte. Et en plus, ce qui est malheureux, c'est que la guerre contre la terreur, tout à l'heure ce matin dans le European Muslim Network, on a des spécialistes qui sont venus et qui nous ont expliqué, vous savez, la guerre contre la terreur, ça coûte énormément, c'est des milliards de dollars. La guerre contre la terreur ou la déstabilisation du Moyen-Orient coûte au pouvoir public
aux États et à nous, de citoyens, ça coûte des milliards, ça coûte des vies par milliers, et ça coûte la perte de beaucoup de nos libertés, parce que la sécurité nous revient à nous. C'est nous qui allons payer sur moins de... Par contre, la guerre contre la terreur, la guerre telle qu'elle se fait, elle rapporte des milliards à des fabricants d'armes, à des transnationales. Ça nous coûte, ça leur rapporte, mais ça ne rapporte pas aux mêmes personnes. Ça nous coûte collectivement en vie, mais ça rapporte spécifiquement de façon privée en millions de dollars. Il ne faut pas oublier cette équation-là, ça s'appelle dans le jargon du département d'État américain un conflit de basse intensité. Il est maîtrisé sur le plan géographique, il permet la vente d'armes et il permet de déstabiliser la région. C'est cynique, mais si vous ne saviez pas que la politique de certains est cynique, il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller, pourquoi? Il faut étudier autre chose que le Moyen-Orient. Et moi, j'en veux beaucoup aux Arabes de ne pas étudier ce qui s'est passé en Amérique latine, de ce qui s'est passé dans certains pays africains. Comment, par exemple, à des moments donnés, le projet tout à fait alternatif, j'étais allé le voir à l'époque, Sankara, comment il a été tué, en fait, par des intérêts qui n'étaient absolument... L'homme était celui qui avait appelé son pays le pays des hommes intègres. Il n'est pas resté intègre longtemps. Jusqu'au fait que son frère de lait l'a tué, pour reprendre, avec le soutien de qui? Avec le soutien de l'administration française. Chirac disant Sankara, ça suffit. Et donc, en l'occurrence, c'est aussi cynique que ça. Je veux dire, il ne faut pas s'arrêter à ces belles paroles. Moi, quand on me dit que tout à coup la France est l'amie du Mali, c'est pour ça qu'ils sont allés libérer le Mali, je dis oui, mais vous avez su entre-temps qu'il y avait quand même des bassins d'uranium, de pétrole dans la région. Il y a de ça quand même. Il y a de ça quand même. Ça n'empêche pas que le problème de l'Afrique, ce sont les régimes corrompus africains aussi. Vous m'avez bien compris. Donc je fais ce double travail critique. Ça m'amène à ma conclusion par rapport à ça. C'est-à-dire que 5 ans plus tard, c'est désolant. Et je peux comprendre, quand on est un citoyen, une citoyenne du Moyen-Orient aujourd'hui, il y a de quoi se poser la question de savoir où est l'espoir. Parce que tout ce qui a été ce mouvement populaire qu'on voit maintenant, où est l'espoir? Comment est-ce qu'on va se sortir de tout ceci? Et on ne voit ni des États arabes, ni de l'Occident, des perspectives qui sont des perspectives claires. Je veux dire, franchement. Et je l'avais dit, on m'a beaucoup critiqué là-dessus. Vous savez, la semaine qui a suivi le 11 septembre, j'étais aux États-Unis, invité par le Time, et j'avais vu des personnes de l'autorité américaine. Jusqu'à ce que quelques années plus tard, ils m'empêchent de rentrer. Pendant 6 ans, j'ai été banni des États-Unis, mais j'ai toujours dit être banni des États-Unis sous Bush, c'est un honneur plus qu'un déshonneur. Et en l'occurrence ici, parce que c'est vrai, à un moment donné, il vaut mieux qu'ils vous interdisent de rentrer quand ils se permettent de faire ce qu'ils font. Mais quand on y était juste après, j'ai entendu des propos qui m'ont fait peur. On va leur montrer qu'on n'a pas peur, on va les bombarder. Et on nous a dit qu'on allait aller bombarder en Afghanistan comme réponse à ce qui s'est passé. En fait, on sait aujourd'hui, les documents sont présents, que la décision d'aller bombarder l'Afghanistan a été prise avant le 11 septembre, et que le 11 septembre a permis de faire plus rapidement. On est allé bombarder, on a montré qu'on avait nos principes et nos valeurs. Vous savez de combien est remontée la cote de popularité de Bush avec ce discours guerrier? 21 points. 21 points. Vous savez combien la cote de popularité de François Hollande est montée avec le même discours? Nous n'avons pas peur et nous allons montrer 20 points. Ça fait peur quand même. Ça fait peur que ce discours-là fasse monter comme ceci. Alors, on a besoin de gens qui se montrent, mais leur force, ce serait la réforme de la politique, de la cohérence de nos politiques orientales, toute autre chose que simplement appeler les gens à les bombarder. Et pourquoi je dis ceci? C'est que dans ces ordres, où est l'espoir? C'est qu'on bombarde pourquoi et qu'est-ce qu'on veut? On va éradiquer Daesh comme ça, ils vont disparaître. Depuis qu'on bombarde, le terrorisme international a augmenté exponentiellement. Depuis qu'on bombarde, ça augmente. Il faudrait peut-être qu'on se pose la question de savoir une autre stratégie que de bombarder. Eh bien, non, on va aller bombarder.
Et autant je suis de ceux qui pensent que Daesh, il faut que ça s'arrête, qu'il faut condamner, mais il faut trouver d'autres solutions simplement que la façon dont on s'y prend aujourd'hui. Et donc, avec ceci, comment ça nous revient, et c'est là où je veux, avec ma conclusion, amener cette discussion-là, c'est que tout ce qui va concerner la Syrie, tout ce qui concerne la région, eh bien, ça va être des millions de réfugiés qui vont quitter. Jusqu'à 6 millions, vous savez que les pays qui ont reçu le plus, la Turquie, la Jordanie reçoivent, et que maintenant, ça nous revient à nous. Mais ça nous revient à nous au gré quand même de quelque chose dont j'aimerais qu'avec moi, citoyen européen, vous posez la question de savoir quand même de notre dignité humaine. Pendant des années, la Méditerranée est un cimetière marin. 2300 personnes sont mortes de notre incapacité à accueillir les gens qui sont dans des bateaux. Alors qu'on me dise à moi, nous ne pouvons pas recevoir toute la misère du monde, je dis, attendez, des millions de personnes sont reçues par des pays qui sont bien plus pauvres que nous, au Liban, en Turquie et dans les pays avoisinants, pour qu'aujourd'hui, nous, 2300 personnes, nous les laissions mourir et que nous ne soyons pas émus, et qu'il faut qu'à un moment donné, une photo d'un enfant mort sur une plage nous réveille et que nous accueillons et que nous en soyons fiers. Alors oui, il faut saluer la position allemande, il faut saluer la position suédoise, il faut saluer le réveil de certains, mais quand même, saluer un réveil, ce n'est pas quand même oublier combien de temps nous avons été endormis, combien de temps nous ne considérons pas. Et aujourd'hui, il y a une chose, je termine, il y a une chose que nous devons considérer, quelque chose s'est installé dans nos esprits, qui est la chose la plus pervertie et la plus pernicieuse qui soit. La vie des Africains et des Arabes a dans notre conscience moins de valeur que la vie de nos Occidentaux quand ils meurent. Et que ceci, c'est le début du racisme structurel, du début de la normalisation de l'horreur. Le principe premier, c'est que toutes les vies se valent et qu'un mort est un mort, quelle que soit sa couleur, quel que soit son salaire, quelle que soit son origine, quelle que soit sa destination. Ça m'amène à dire que là, nous, de ce point de vue-là, nous avons un retour sur la question des réfugiés, et j'aimerais qu'en tant qu'Européens, nous faisions une position de principe d'accueil avec ce qui est aussi la reconnaissance de nos responsabilités collectives sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Car nous avons une responsabilité, mais avant même d'avoir une responsabilité, nous avons un devoir moral de l'accueil. Et si nous, en Occident, on est en train de dire ils vont nous prendre nos richesses, alors ça n'est pas de l'égoïsme, ceci. C'est indigne même de pouvoir le penser. C'est indigne de pouvoir le penser, à mon avis, et ça c'est l'effet boomerang de la migration. Ajouter à cela, ce qui nous revient aujourd'hui, c'est qu'avec la migration, vous le savez parce que c'est arrivé, vous savez, il ne faut pas qu'on se mente. Quand j'étais à l'Union européenne et qu'on discute de l'intégration de la Turquie, des parlementaires disent qu'ils sont trop musulmans pour être européens. Que quand on a eu des réfugiés qui viennent et que vous entendez en France, en Hongrie, en Europe de l'Est, en Angleterre où je suis, même ici, même en Hollande, le fait de questionner la religion des immigrés qui viennent, c'est indécent de dire on accueille les chrétiens et on n'accueille pas les musulmans. Et d'ajouter à cela quelque chose qui aujourd'hui s'est encore amplifié avec ce qui s'est passé à Paris, c'est de dire parmi les réfugiés, il y a de potentiels terroristes et au nom de ceci, il vaut mieux fermer la porte pour tous. Et qu'à partir d'un certain moment, sur un cas, maintenant on en a deux cas qui seraient passés par la Grèce, et bien de ce point de vue-là, on met une attitude qui soit indigne. Et nous aussi, on doit prendre des positions de principe. Ces positions de principe, c'est aussi de faire attention, nous avons tous payé le prix de la politique sécuritaire qui s'installe partout. Nous devons comprendre qu'une sécurité doit être là, mais la politique sécuritaire qui est en fait le pendant de ce qui est arrivé aux États-Unis avec le Patriot Act, on vous surveille. Vous avez peur, eh bien on va vous soulager, on va vous surveiller pour votre bien. Et donc en l'occurrence, la politique sécuritaire, c'est une politique qui peut être liberticide. Nous devons être des citoyens vigilants. Reconnaître la sécurité ne veut pas dire au nom de la sécurité plier en face de toutes les surveillances qui s'imposent à nous, et même de notre liberté d'expression. Il y a même des choses qui ne peuvent être pas dites, et qu'à partir d'un certain moment, on ait aussi une géométrie, une liberté
là, ça veut dire que si nous devons être sérieux sur le Moyen-Orient, 5 ans plus tard, nous devons questionner les politiques et la cohérence des politiques de nos pays. Parce que moi, on n'arrête pas de dire, mais est-ce que vous êtes pour un pays, est-ce que vous êtes vraiment sérieux sur l'islam européen dont vous parlez de vos vœux, que vous voulez un islam pour les citoyens, et que j'arrête pas de dire oui, et que ça fait 25 ans que je le dis, mais moi j'ai envie de poser une autre question au gouvernement. Est-ce que vous êtes sérieux sur le fait que vous nous voulez véritablement citoyens européens de confession musulmane? Parce que si vous nous voulez véritablement européens de confession, comment se fait-il qu'au nom de vos intérêts économiques, vous laissiez les portes ouvertes à l'idéologie salafie d'Arabie Saoudite s'installer, qui fait exactement le contraire que ce qu'on veut? Donc vous avez un discours qui nous demande d'être des citoyens européens de confession musulmane, et vous ouvrez les portes à des idéologies qui disent le contraire. Qu'à un moment donné, il y a quelque chose. Alors, on est dans l'incohérence par rapport à cela, et donc nous avons à faire ceci ensemble. Et moi, je le dis ensemble. Ensemble. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des concitoyens qui viennent vers moi et qui systématiquement, toi en tant que musulman, non, nous en tant qu'Européens, on dit quoi? On parle comment en tant qu'Européens maintenant ensemble? Moi, je n'ai pas, d'abord, me justifier par rapport à ce qu'ils font, je ne vais pas le faire toute ma vie. Et même quand je le fais, j'ai l'impression que ce n'est pas entendu. Mais ce n'est même pas ça la question. La question, c'est qu'il faut s'interdire ensemble de suspecter l'appartenance de nos concitoyens parce qu'ils sont musulmans. C'est ensemble qu'on fera ce travail-là, en questionnant la cohérence de nos politiques, en étant sur des principes d'accord sur l'accueil des réfugiés, et en même temps ensemble de dire ces interprétations de l'islam sont inacceptables, et ensemble on les condamne, et on condamne en même temps tout ce qui en amont est la conséquence de nos politiques. Et en l'occurrence, c'est là où nous avons une parole forte. C'est ça que j'aimerais dire 5 ans plus tard, dans l'éclairage de ce qui est en train de se passer malheureusement au Moyen-Orient, mais également dans l'éclairage de ce qui nous revient à nous en tant que citoyens européens et à quoi nous allons devoir faire face ensemble. Je répète ce mot parce qu'il demande du courage en fait. Vous savez, aujourd'hui, dans ces fractures qu'il y a en Occident, osez dire ensemble. Osez dire l'Europe. L'islam est une religion européenne. L'avenir de l'Europe, ce sera avec le christianisme, avec le judaïsme, avec l'islam, avec le bouddhisme, avec l'hindouisme, avec l'athéisme, avec l'agnosticisme, avec tous, mais qu'on le dise avec la force des courageux, non pas simplement qui stigmatisent quand ils ont peur de prendre des positions de principe. Merci. Merci, professeur. Je me tourne vers vous, professeur. Bon, vous connaissez l'œuvre de Tariq Ramadan très bien, vous êtes aussi un spécialiste de l'islam, et sur la situation sur le terrain avec les gens d'origine immigrée qui sont ici en Belgique. Qu'est-ce que sont vos questions ou vos remarques sur le discours qu'on a entendu? Bonsoir. Je remercie mon collègue, madame, pour ces mots encourageants. Alors, d'un côté, ma réaction est facile, mais rendue facile. De l'autre côté, un peu plus difficile de la qualifier. Donc, vous avez dit dès le début que vous avez 2 dimensions. Il y a une dimension géopolitique, politique, et puis vous avez parlé d'une dimension religieuse. Bon. Alors, la grande partie de votre exposé était sur la dimension géopolitique, que honnêtement, en grande partie, comme tu dis, je suis d'accord. Donc, quand on est d'accord, c'est difficile pour ces questions. Donc, oui, je suis d'accord en grande partie vraiment avec ce que vous avez dit, la position de l'Occident, la corruption des élites dans ce pays-là, dans le temps communication du commissaire loyal, ils ont vécu quelques-unes quand même aussi.
Là. Mais alors, à la fin, vous avez fait un plaidoyer pour un islam européen et vous avez parlé aussi des dérives possibles que vous voyez après le printemps arabe dans certains pays, par exemple avec Daesh. Hein. Je pense qu'on peut appeler ça une dérive. Bon. Alors, ma première série de questions, et c'est un peu complémentaire peut-être à la conférence que vous avez faite, c'est des questions que je me pose aussi ayant lu vos livres. Et aussi en écoutant maintenant, et ça me fait plaisir si vous répondiez, il faut très clairement, vraiment, si je vous comprends bien ou pas bien. Et comment vous le voyez. Donc moi j'ai lu votre petit livre sur le djihad. Ça vous dit quelque chose de ce livre? Alors, non, il vient d'être ressorti il y a 6 mois. Vous n'avez pas tout à fait revu quand même, non? Pardon? C'est le même contenu encore. C'est le même contenu. Ah. Bon, là, je cite. L'homme chemine et se réalise dans et par l'effort qu'il fournit pour donner force et présence à l'inclination de son être la moins violente, la moins agressive. Page 26. Et vous dites, c'est une étape obligée, et c'est en expliquant le grand djihad. Et alors vous expliquez aussi le petit djihad. Et là, on touche, je pense, je peux dire, quelque part où il y a des dérives possibles. Juste, comme avec Daesh. Bien sûr. Alors, ma question, comme non-musulman, croyant et parlant d'homme à homme, être humain à être humain, c'est ne serait-ce pas mieux de voir la définition de petit djihad, vu toutes les institutions qu'on a aujourd'hui dans le monde, l'ONU, la Déclaration des droits de l'homme et tout ça, est-ce que ce ne serait pas mieux de dire, voilà, le petit djihad, c'est vraiment l'effort continu d'obtenir cette loi par une action devant l'ONU et laisser tomber carrément cette guerre sainte qui fait quand même beaucoup de dégâts à l'islam, vu l'interprétation délirante, enfin, de délire. C'est une première question. Je réponds tout de suite. Oui. Oui. Je vous remercie. Ça va me permettre de clarifier, mais je suis surpris que vous m'ayez cité dans la première partie avec laquelle vous êtes d'accord sur le djihad intérieur et intime, et que vous ne m'ayez pas cité dans la deuxième partie, parce que c'est là que ça devrait être intéressant, parce que justement, c'est là où vous allez, où vous ne pouvez pas, dans mon propos, trouver de contradiction sur cette question. Parce que d'abord, la tradition prophétique qui dit le grand djihad et le petit djihad est une tradition prophétique qui est considérée comme telle. Ce n'est pas une tradition authentique. Mais par contre, il y a quelque chose de très important dans la notion du djihad. J'ai un livre qui va sortir là dans 3 semaines qui est une introduction à l'islam. Et j'ai repris la notion du djihad. La notion du djihad est centrale en islam. Et la notion de grand et de petit n'est pas très très intéressante. Ce qu'il faut comprendre, c'est le sens fondamental. Et ces deux mouvements, le djihad. Le djihad, c'est un mouvement de résistance et un mouvement de réforme. Partout, à l'intérieur de soi comme à l'extérieur. Et donc, en l'occurrence, quand je suis tout seul avec moi-même, je sais qu'il y a des dimensions de moi-même auxquelles je ferais bien de résister. La colère, la cupidité, l'amour du pouvoir, ce que nous connaissons tous. Nous avons tous nos démons intérieurs auxquels nous résistons. Mais ça ne suffit pas de résister à ce qui nous habite. Nous sommes dans un travail de réforme pour ce que nous devrions être. Résistance et réforme. Et donc ça, c'est le djihad spirituel. Sur la base de ce djihad spirituel, tout ce que nous faisons dans la vie va être exactement de même nature.
Dans la société, j'ai en face de moi des réalités de la pauvreté. Je vais résister à l'injustice sociale qui fait les pauvres, réformer pour l'égalité sociale qui fait le citoyen. Résistance, réforme. Et donc en l'occurrence, c'est pour ça qu'au dernier Parlement mondial des religions, j'ai appelé toutes les personnes de d'autres confessions que l'islam à un djihad contre la pauvreté, un djihad contre l'analphabétisme, un djihad contre la corruption. Mais ce n'est pas terminé. Il y a des djihads pour aussi. Djihad pour l'éducation, djihad pour le dialogue. Et il y a un troisième élément qui est une occurrence en islam qui s'appelle le qital. C'est une des formes du djihad, c'est la résistance armée. Une question se pose. Est-ce que la résistance armée est légitime? Et je dis par djihad, sur le plan des armes, résistance et réforme. Exactement le même principe. Et tout djihad, comme ces gens-là, vous avez dit que c'était une dérive. Pour moi, c'est une trahison, c'est une corruption, c'est un mensonge, c'est anti-islamique et la première des choses que nous avons à dire en tant que musulmans, c'est que tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font est anti-islamique. Anti-islamique. Et ça a été ma position en 2001. Tout de suite après, je me suis retrouvé à New York, j'ai dit non seulement ça n'est pas islamique, mais c'est anti-islamique ce qu'ils font, et donc il faut le combattre intellectuellement et il faut le combattre théologiquement. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Mais par contre, quand vous êtes dans une situation où vous allez être colonisé, exploité, et que vous avez une force armée qui vient vous exploiter ou vous dominer, est-ce qu'il est légitime ou non de résister? La tradition musulmane dit oui, il y a un processus de la légitime défense, et uniquement de la légitime défense. Et ce avec quoi je suis d'accord avec Mandela avait une formule extrêmement importante. Il dit, vous savez, quand vous résistez à l'oppression, ça n'est pas la victime qui choisit les armes, c'est l'oppresseur. Et donc quand il vient et qu'il vous tue, eh bien vous allez devoir, et je le dis dans le livre, vous ne résistez qu'à la mesure de l'oppression qui vous est faite. Et si vous pouvez être dans la patience, être dans le pacifisme et éviter les armes, faites-le. Mais si votre survie passe par là, vous allez devoir utiliser le dernier recours. Ce qui, dans toute la tradition européenne, a fait la dignité des justes. Les justes, des résistants. Au nazisme, par exemple, ce sont des gens... Mais pas discuter du djihad, mais tout simplement, pourquoi ils mettent cette connotation religieuse? Moi, j'accepte parfaitement que quelqu'un résiste et fait même une révolte ou une révolution. Mais si je vois que le fait que je le dis à ma religion porte à tant de dérives, moi j'aurais tendance à dire, écoutez, laissons tomber l'aspect religieux et disons, faites la révolution, point. Donc une révolution politique et parce que pour éviter la dérive. Oui, non, mais les dérives, attendez, soyons sérieux. Les dérives, tout peut être instrumentalisé. Je veux dire, George W. Bush, il a dit, je vais aller démocratiser l'Irak, il a menti, il est allé tuer 500 000 personnes, 500 000 civils, jusqu'à 1 million de personnes. Eh bien, on va dire, pourquoi au nom de la démocratie? Alors, enlevons la démocratie, faites la révolution. Ça ne tient pas. Je veux dire, à partir d'un certain moment, on parle à partir de ces références. Mais pourquoi est-ce que j'y tiens? Parce que pour moi, non, mais pourquoi est-ce que j'y tiens? Le discours que je tiens à l'intérieur, vous savez, moi je parle de l'intérieur d'une référence religieuse et je sors vers l'universel. Et j'attends de vous, si vous êtes chrétien et croyant, ou d'un athée, quand il est athée et qu'il a des principes, qu'il parte de son cheminement, de sa singularité et qu'on en vienne ensemble à là où nous avons des valeurs ensemble. Et ma force à moi, c'est de dire aux musulmans, attention, tout ce qui est fait là au nom du djihad, c'est une distorsion et nous avons à récupérer cette terminologie et à lui redonner un sens. Mais si la différence entre le grand djihad et le petit djihad n'est pas essentielle, n'est pas originale de l'islam, pourquoi ne pas enlever le petit djihad? C'est ça que je vous demandez. Oui, moi je dis, c'est quelque chose quand on de dérive. Non, si vous voulez.
Je veux dire, attendez, qu'on soit bien d'accord. Comme vous dites, à tant de dérives. C'est une dérive qui touche une infime minorité de tous les musulmans du monde. C'est pas parce que... Non, mais elle produit des dégâts. Et ces gens-là sont ultra minoritaires et ils sont en dehors de l'immense tradition musulmane. Et on ne va pas changer notre vocabulaire parce que des fous sont en train... Parce qu'il y a une folie dans ce qu'ils font. Attendez, non, deuxième élément. Parce que vous disiez, sur le petit et le grand djihad, c'était simplement, il y a une tradition qui met en évidence que le grand est de nature spirituelle et le petit est de nature sociale ou de nature guerrière. Et donc c'était dit, attention, la noblesse de votre dignité, c'est la réforme de soi. Donc ça, il faut le garder. Mais la noblesse, moi j'ai un principe dans la vie, en tant que personne qui croit en Dieu. Et j'ai un principe que j'ai rencontré avec des athées, que j'ai rencontré avec des agnostiques, et avec des chrétiens, et avec des juifs sur le terrain. La seule chose que je comprends de la vie, c'est réforme-toi et réforme ce monde. Et je n'ai aucun problème. Et avec force, je le dis à tous les musulmans, je l'ai répété. Quand j'ai entendu le pape Jean-Paul II dire un être de moins qui souffre sur la terre est meilleure, spirituellement, il a 1000 fois raison. Parce que ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de... Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, je ne vais pas cesser le petit djihad extérieur. Bien sûr que non. Quand je vois la pauvreté, que je lutte contre la pauvreté, c'est un petit djihad sur le plan de la tradition, mais c'est un djihad essentiel. On va terminer cette première question. Parce que j'ai 5 questions. Donc, j'habite, j'ai un nouveau livre, dont vous êtes d'ailleurs d'accord, dans votre dernier livre, vous donnez, il y a un schéma de typologie et classification des sciences islamiques. Vous vous souvenez, hein? Bien sûr. J'ai encore la mémoire de ce que j'écris. Alors, vous parlez du fiqh ibadat, du fiqh mu'amalat, mais vous ne parlez pas du fiqh uqbat. Est-ce qu'il y a un motif pour ça? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, tiens, il se rend compte que ça porte à des dérives. Et donc, il ne le met pas dans son schéma. Je vous ai bien compris ou pas? Non. Non, simplement ce que j'ai fait dans le... Mais ceci est c'est tellement classique, en fait, je l'ai répété dans beaucoup d'ouvrages où j'essaye d'expliquer... j'ai repris d'ailleurs la formulation dans le livre que j'ai sorti il y a quelques mois sur l'introduction à l'éthique musulmane. La catégorisation classique du fiqh, le droit et la jurisprudence. Attention, le fiqh, ce n'est pas uniquement la jurisprudence, c'est le droit et la jurisprudence. La catégorisation classique des chapitres et des sections, c'est fiqh et la ibadat, avec une méthodologie tout à fait particulière, à savoir que dans la pratique religieuse, vous ne faites que ce qui est écrit. Et le mu'amalat, ce sont les affaires sociales et tout ce qui concerne les relations interpersonnelles. Et donc, en l'occurrence, tout est permis à l'exception de ce qui est interdit. Donc, le champ est vaste. Et c'est à l'intérieur du fiqh et le mu'amalat que vous avez le chapitre des reprobat. C'est-à-dire, ce n'est pas un fiqh des reprobat. Le reprobat, c'est un chapitre qui parle des châtiments et du code pénal. Et donc, ceci est un élément qui est un élément tout à fait secondaire de la catégorisation des sciences. Donc, je ne faisais que répéter le classique. Le code pénal ne vous embête pas? Ah ben, je pense que vous avez lu partiellement, parce que s'il y a une chose que je n'ai cessé de répéter, c'est que l'application du code pénal, c'est-à-dire cet élément dans les mu'amalat qui est lié au châtiment, eh bien moi j'ai pris des positions extrêmement claires. Vous n'êtes pas sans savoir, j'espère, que j'ai pris des positions sur le fait de mettre un terme à la peine de mort, de mettre un terme au châtiment corporel et de mettre un terme à la lapidation, en demandant aux savants musulmans aujourd'hui, que ce soit dans le monde majoritairement musulman et que ce soit en Occident, de prendre des positions et de discuter sur quelles sont les conditions, que disent les textes, quelles sont les conditions d'application et dans quel contexte. J'ai pris une position, ça doit faire 25 ans maintenant, et ça c'est dans tous mes livres. Et donc en l'occurrence, l'application, quand j'étais au Nigeria, et qu'on m'a dit, là je reviens des Malawi,
Au Malawi, j'ai été interpellé par le président et l'ancien président qui m'ont posé la question en l'occurrence, parce qu'ils veulent réintroduire la peine de mort. Je dis mais attendez, parce qu'il y a de plus en plus de corruption, de vol et de délinquance au Malawi parce que des populations viennent s'installent. Je dis non, l'application de la charia dans n'importe quel pays majoritairement musulman, c'est plus d'éducation, plus de justice sociale, ce n'est pas la punition. Je l'ai dit à Brunei qui a pris cette position, je l'ai dit aux Maldives, je suis allé au Pakistan rencontrer le conseil de la charia au Pakistan pour dire exactement ceci, à savoir que, parce qu'il se posait la question de savoir est-ce qu'on pouvait aller vers un moratoire sur la peine de mort. Moi j'ai utilisé le terme moratoire avec une attitude pédagogique extrêmement claire. Un moratoire, qu'est-ce que ça dit? On arrête tout maintenant, tout de suite, on arrête tout et on discute. Et donc, en l'occurrence, c'est ce que fait Amnesty International aux États-Unis, parce que vous allez au Texas et vous allez vers les gens, vous dites on arrête la peine de mort, et ils disent bon, allez dans un autre pays, c'est pas au Texas qu'on arrête la peine de mort. Et donc, eux, ils ont une stratégie qui est la stratégie du moratoire. Moi, pour moi, dans la tradition classique musulmane, l'idée de suspendre une peine parce que les conditions de son application et parce que son application concrète n'est pas possible, c'est quelque chose qui est extrêmement clair. Donc cette position par rapport aux bêtes, pour moi, elle était claire, elle a été déterminante et je l'ai toujours répétée. Oui. Lié à cette première question et avec l'islam européen en perspective, j'ai raison maintenant parce que ici c'est surtout un public musulman qui est pleinement d'accord avec vous. Et ça, j'espère. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais Prêtez-leur un esprit critique. Mais il faut prendre compte qu'il y a beaucoup d'islamophobie. Ça fait plus que moi, je pense. Bon, ça existe. Est-ce que vous n'avez jamais pensé à organiser quelque chose comme l'Église catholique a fait avec son concile Vatican II, c'est-à-dire une réunion de tous les savants qui conduisent un peu plus ou moins votre idée, il y en aura encore, je pense, peut-être non? Et faire quelque chose comme une grande réunion avec tous ceux qui se prononcent clairement sur ces choses-là. Comme un message en disant, voilà, ça c'est l'islam européen. Est-ce que vous n'avez jamais eu cette idée ou... Je ne la présenterai pas de cette façon-là. Ça fait des années que je travaille sur le terrain. J'ai rencontré, discuté, dialogué avec un certain nombre de savants musulmans au niveau européen comme à l'extérieur. Et les positions ont été prises qui vont dans ce sens-là. L'islam européen, il faut bien qu'on comprenne, hein, l'islam européen, ce n'est pas un islam parmi des islams, il y a un seul islam sur le plan des principes, il est européen parce qu'il a la culture européenne et puis qu'on est complètement en phase avec le fait d'être... Donc ce n'est pas des islams, un islam, des cultures. Donc, on est européen et moi je suis européen. Ce que j'ai fait, et je n'ai pas arrêté de faire depuis 25 ans, c'est de rencontrer... D'abord, ça fait 25 ans que je suis sur le terrain, énormément de jeunes et de moins jeunes ont été formés par tout ceci. On a développé là, pourquoi nous sommes aussi ici ce week-end, ici à Bruxelles, c'est qu'on a le European Muslim Network, c'est-à-dire un réseau qui est un think tank de musulmanes et de musulmans qui travaillent ensemble exactement dans ces lignes-là. C'est-à-dire que moi je me suis nourri d'eux, ils se sont nourris de moi et on est dans cette même ligne-là. Et qu'en l'occurrence, on a des savants avec lesquels je travaille au plus haut niveau. Mais plus que ça, moi je ne le fais pas simplement en Europe. En 92, en 92, je commençais à écrire un livre qui s'est appelé, on m'avait beaucoup critiqué à l'époque, qui s'appelait « Être musulman européen ». Je disais une chose qui s'est confirmée depuis. Je disais que l'expérience musulmane en Occident aura un impact déterminant sur l'islam dans les pays majoritairement musulmans. Parce qu'à l'époque, on recevait tout de là-bas. Là, maintenant, ça va dans l'autre sens. Maintenant, quand je vais dans les pays d'Afrique, du Nord, au Maroc, en Tunisie, ou au Sénégal, ou partout en Afrique, ou quand je vais en Asie, ou quand je vais au Moyen-Orient, eh bien, cette parole que je suis en train de définir, c'est-à-dire une certaine attitude par rapport au texte, je prends les textes très au sérieux et je prends le contexte humain très au sérieux. Je prends les deux au sérieux. Je ne néglige pas l'un pour l'autre. Je m'inspire de l'un pour savoir mieux gérer l'autre, mais à aucun moment, au nom du texte, je vais oublier l'humanité des hommes. Ça n'est pas possible puisque le texte me dit l'humanité des hommes compte.
Et le texte parle de ceci. Mais qu'est-ce que je fais, par exemple, dans le centre sur l'éthique musulmane que j'ai aujourd'hui au Qatar, où, par principe, j'ai mis en évidence le fait que je pouvais être et je devais être libre de ma parole. C'est confirmé par le livre et les articles que j'ai écrits, où je suis très critique par rapport à la politique des États du Golfe, dont le Qatar. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur 11 domaines, sur une éthique appliquée contemporaine, la bioéthique, l'éducation, les médias, l'économie, la viande, la nourriture, les arts. Et bien, tout ce travail-là, il se fait avec qui? Avec des savants du monde. C'est-à-dire de faire en sorte que cette pensée se nourrisse et s'établisse. Nous n'aurons pas de pape dans la tradition musulmane, nous n'aurons que des conseils pluriels. Mais vous avez raison sur un point qui est déterminant, qui est l'énorme crise que vit le monde musulman, qui est une crise d'autorité. Qui parle pour les musulmans? Et ça, vous avez raison. On a un vrai problème. On ne sait même pas se parler entre sunnites et chiites aujourd'hui. On ne sait pas se parler entre sunnites. Et on ne sait pas qui parle pour, et qu'à partir d'un certain moment, on ne peut pas s'asseoir en disant c'est la faute à l'Occident. C'est notre problème. Il y a une diversité de voix en islam que nous n'avons pas réussi à gérer. Et ça produit la division et le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui. Oui, mais donc, si on peut continuer, un grand problème, c'est tout ce qui apparaît sur le net. C'est les réseaux facteurs à droite et à gauche. Donc, ça va dans toutes les directions, et les jeunes regardent beaucoup de ça. Alors, vous, comme gestionnaire, enfin co-gestionnaire de l'islam, qu'est-ce que vous conseillez comme stratégie maintenant? Ça, c'est une... Mais justement, vous savez, je suis d'accord avec votre question. J'ai un problème avec la formulation. Mais écoutez-moi bien, j'essaye de trouver des solutions. Vous avez relevé un élément très très important. Nous avons un grand problème avec Internet et la façon dont des fatwas viennent de l'étranger. Ajoutez à cela ce que nous avons maintenant depuis 5 ans, la manipulation de certains esprits à partir d'Internet, où des jeunes et des moins jeunes sont attirés à partir en Syrie, et donc on sait ce que ça coûte. Avec des personnes aussi qui s'appuient sur des savants qui n'ont rien à voir avec la Belgique, rien à voir avec l'Europe, et qui donnent des fatwas, des avis juridiques. Et donc, en l'occurrence, c'est un vrai problème. Et là, vous me dites, qu'est-ce que vous? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, vous avez eu, vous-même, vous avez un rôle très très important, et vous avez eu, et vous continuez à avoir un rôle très très important dans ce pays. Ne me minimisez pas, ça ne passera pas avec moi, parce que je le sais. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est là où nous devons travailler ensemble. C'est pas vous, c'est nous. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Premier élément. L'institution et l'institutionnalisation de l'islam dans tous les pays européens. C'est avec l'État et c'est avec nous. Le problème de la question musulmane en Europe se fera au niveau des gouvernements européens en comprenant que leurs citoyens de confession musulmane sont leurs alliés, pas leurs suspects. Pas des suspects, des alliés. Donc ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de travailler avec vous comme un allié objectif de ce que nous devons faire ensemble. Deuxième élément, au-delà des institutions. Moi, je l'ai dit dans un livre qui est paru il y a 16 ans, qui vient de ressortir aujourd'hui, l'étape de l'institutionnalisation de l'islam européen passe par des institutions où on est en confiance avec les gouvernements, pas suspects et pas simplement surveillés. Il ne faut pas nous envoyer dans les mosquées des gens qui surveillent, il faut nous appeler dans des institutions où on discute ensemble. Il faut arrêter de surveiller, il faut aujourd'hui collaborer. Deuxième élément, l'éducation. L'éducation, elle est très importante. Si on veut un islam européen, il faut que l'éducation se passe ici. Il faut que les imams soient formés ici. Et ça ne se fera pas avec une communauté musulmane dont le statut social, dont le potentiel financier est extrêmement faible. Ça se fera avec des gouvernements qui font confiance à leurs concitoyens et qui développent des espaces où on forme les imams ici. Ils doivent parler français, ils doivent parler flamand, ils doivent parler anglais, ils doivent parler la langue européenne. Et ça, c'est nous ensemble. C'est pas me regarder en disant qu'est-ce que vous faites? Non, qu'allons-nous faire ensemble, cher monsieur? Où est-ce qu'on va commencer à travailler? Et dernier élément, ça c'est une question capitale. Vous savez ce que je représente aujourd'hui? Quand vous me présentez et qu'on dit Tariq Ramadan, il est controversé. Vous savez, j'ai dit à un moment, moi je viens de la Suisse, je suis suisse, ma nationalité est suisse, ça se voit pas, mais c'est comme ça. Donc je suis suisse et je l'assume et je suis très content d'être suisse. Dans mon pays, le premier parti est un parti de l'extrême droite.
l'Union démocratique du centre. Et ils ont réussi à faire voter une loi qui enlevait, qui interdisait les minarets, vous le savez. Et ce que je dis souvent, le minaret, c'était la face visible de la présence musulmane. Il faut quand même savoir qu'en Suisse, il n'y avait que 4 mosquées avec des minarets. On a quand même réussi à les interdire. Mais pas celles qui sont passées, dont en particulier, évidemment, la mosquée de Genève, séoudienne. On ne va quand même pas enlever à la mosquée séoudienne son minaret, parce qu'elle est séoudienne. Et donc la visibilité de ceux qui ont de l'argent, ça ne nous gêne pas. Exactement comme en France. Ce que j'ai toujours dit, les femmes avec le voile qui couvre la face, qui viennent d'Arabie Saoudite, on ne va pas les toucher, elles sont aux Champs-Élysées. Par contre, dans les banlieues, ça on pourra le faire. Elles n'ont pas l'argent qui nous fera faire. Donc en l'occurrence, non. Ce qui est important, parce que je répète ça et je le martèle, à un moment donné, ma position dans le paysage intellectuel européen, il est au paysage intellectuel européen ce que le minaret est au paysage géographique suisse. La visibilité d'une personne qui gêne, parce que je parle comme un Européen, je parle comme vous. Et moi, j'ai pas envie qu'on me dise, vous, de l'autre côté, non, je suis Européen. Et que ce qui me gêne, c'est qu'en fait, à un moment donné, mon discours est tellement clair qu'il faut dire que j'en ai deux pour le rendre controversé. Qu'est-ce que j'ai dit ce soir qui fasse de moi quelqu'un de controversé, si ce n'est la suspicion que je ne dis pas ce que je pense. Et donc, quand on commence comme ça, c'est déjà fini. Il y a une question très concrète, parce qu'on avait parlé, on doit donner confiance aux musulmans. Moi, j'ai confiance, heureusement. Mais moi, j'ai eu affaire pendant une dizaine d'années à la composition de ce qui est devenu l'exécutif des musulmans. Je peux vous dire que l'impact des pays de France est énorme. Bien sûr. Et continue à être énorme. Et ça n'a pas diminué le Maroc pratique sur clair. Votre message au gouvernement belge, ce serait quoi? Donc, en sachant, parce que ça ne vient plus maintenant avec la crise, maintenant ils vont envoyer des policiers. Vous savez, ça fait donc, quel est votre message vis-à-vis des politiques et des prudence? Qu'est-ce qu'il devrait dire? Une question. Deuxième question, l'Arabie Saoudite va investir assez en Grèce, beaucoup en Grèce. Comment vous le jugez? Voilà. Et je vais terminer avec ces deux petites questions. Bah écoutez, je ne vais faire que répéter ce que je dis depuis 25 ans au gouvernement européen. Si vous voulez aujourd'hui la reconnaissance de vos citoyens, qui sont des citoyens européens, il faut déjà cesser de parler d'eux en disant ils sont d'origine immigrée. C'est terminé ça. On ne dit pas, moi, que je suis d'origine immigrée. Moi, je peux dire, j'ai une mémoire égyptienne, et je la salue, comme ceux qui sont là, qui sont marocains, ont une mémoire égyptienne. Il faut, non pas simplement qu'il faut qu'ils la saluent, il faut qu'ils la célèbrent, il faut qu'ils apportent avec leur présence la générosité du parfum de l'origine, avec toute la nourriture et toutes les spécialités. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, on est citoyen, il faut arrêter de qualifier la citoyenneté en disant qu'il y a des citoyennetés qui sont un tout petit peu différentes suivant le nombre d'années qu'on est. Parce que la différence entre vous et moi, c'est que vous êtes juste un immigré de plus longue date. C'est tout. Vous êtes aussi un immigré sur le plan historique. Vous le savez, on est tous des immigrés. Et donc il faut qu'on garde cette attitude-là et qu'à un moment donné, nos institutions comprennent qu'avec les citoyens, on traite avec les citoyens, c'est avec eux. Qu'on ait des relations avec le Maroc, la Belgique, historiquement, il n'y a aucun problème. Qu'on ait des relations avec l'Algérie, avec la Tunisie et la Turquie, aucun problème. Mais la Belgique, des citoyens belges de confession musulmane, ça se décide ici, avec nos citoyens ici, et on institue ici, et personne ne prend la décision pour nous ailleurs qu'ici. L'islam belge ne se décide pas à l'ambassade du Maroc. Vous allez me dire oui avec la tête, mais vous savez comme moi que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ça ne se passe pas au niveau politique. Non, mais c'est pour ça que je gêne. Pourquoi je gêne le gouvernement belge? Parce qu'il n'a pas envie que je dise ça. Pourquoi je gêne le gouvernement marocain? Parce qu'il n'a pas... En fait, je gêne les deux. Et je dis la même chose pour l'Arabie Saoudite. Je gêne
C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis, mais quel est le rôle de l'Arabie Saoudite sur l'islam qui doit s'installer ici? Non, l'Arabie Saoudite peut avoir des contrats économiques, tout ce que vous voulez, mais il y a des limites aux influences. L'islam belge, c'est les Belges qui décident, c'est la formation ici, et moi j'appelle à 4 indépendances. Indépendance religieuse, indépendance politique, indépendance culturelle et indépendance religieuse, intellectuelle, culturelle et religieuse. Donc, les 4 indépendances que j'appelle de mes voeux. Je pense que j'en ai dit 3, mais c'est pas grave. J'aurais-il que. Voilà, mais vous voyez, ce que moi j'attends de nos gouvernements, c'est qu'on discute entre citoyens. C'est fini, c'est plus une affaire de. Il faut arrêter de parler de l'islam comme une affaire d'immigration. L'islam, c'est une citoyenneté. L'islam est une religion européenne. On discute avec nos citoyens. Quand l'Arabie Saoudite. Alors attendez. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire qu'un certain nombre, aujourd'hui, de responsables musulmans passent par l'ambassade, passent par l'étranger pour se donner une autorité ici. Ceci, vous avez parfaitement raison. Je ne dis pas, en l'occurrence, vous savez, Malik Benabi, un penseur algérien, disait à l'époque de la colonisation, nous avons été colonisés car nous étions colonisables. Il a raison. Certains, aujourd'hui, permettent aux gouvernements occidentaux de parler aux ambassades parce qu'eux-mêmes sont de ce point de vue-là prêts à cette démarche-là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de jeu politique et donc on pervertit le jeu politique parce que certains sont prêts à ces perversions-là. C'est-à-dire que ça leur donne une autorité. Aujourd'hui, il y a d'autres citoyens belges de confession musulmane qui sont prêts pour ça, qui sont prêts pour l'avenir et qu'il faut construire. Et donc ça, c'est un premier élément. Quant à la présence de l'Arabie Saoudite à Anvers, d'ailleurs elle est en Belgique, vous avez le centre islamique, c'est l'Arabie Saoudite qui soutient et qui finance. À partir d'un certain moment, pour moi, c'est clarifier les choses. Quel argent donne-t-il, pour quelle finalité et quel est l'objectif? Si ce sont des questions économiques, il est complètement stupide aujourd'hui de penser que la Belgique, comme n'importe quel pays européen, ne peut se couper de sa relation avec les États du Golfe. Ça, c'est du non-sens, c'est pas de la politique, ça, c'est de la bêtise. Mais par contre, de déterminer exactement où s'arrête le rôle d'un État qui investit dans le pays. Vous ne vous occupez pas de la formation islamique de nos citoyens. C'est nous, avec nos citoyens, qui allons déterminer des institutions ici, dans la langue du pays. Voilà ma position. Mais vous avez bien compris. Ce pourquoi mon discours est dit controversé, c'est parce que ce que je viens de dire ici ne gêne pas uniquement l'Arabie Saoudite, ou le Maroc, ou l'Algérie, ou la Tunisie, ou la Turquie, il gêne les pays. Mon propre gouvernement suisse, comme les gouvernements européens, on n'a pas envie d'entendre ce discours-là, qui est un discours qui dit quoi, au fond? C'est un discours d'émancipation. Un discours d'émancipation. Reconnaissance de la citoyenneté émancipée, mais qui reste fidèle à ses principes religieux dont elle le veut. Merci. Je sais qu'il est déjà tard, mais j'ai fait une promesse que je vais prendre encore 3 questions de la salle. Donc s'il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il y a un micro, sinon il y a encore un ici. Commençons ici devant. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Myriam, je suis enseignante dans l'enseignement technique et professionnel dans la commune d'Ixelles. Et on a vécu évidemment de plein fouet l'onde de choc suite aux événements tragiques du 13 novembre. Je posais la question, je vous passe les détails, professeur Ramadan, sur l'organisation de l'enseignement en Belgique qui est extrêmement complexe, qui est divisée en réseaux et qui a mes yeux en fonction du réseau dans lequel se trouve à une offre qui est très différente. Et je posais la question de l'école, de la position des enseignants dans la diversité, dans la pluralité des confessions auxquelles on est confronté. Quelle réponse claire peut apporter l'école face à cette radicalisation, on va dire, et à toutes les interrogations que les élèves peuvent avoir et qui formulent à l'école? Ça, c'est une question de fond. Il faut qu'on prenne la question de l'éducation à bras-le-corps.
D'abord, vous avez un système, sur le plan formel, il y a quelque chose de positif, sur le plan formel. Ça ne veut pas dire que c'est bien géré, mais sur le plan formel, j'ai toujours défendu, pour ce qui me concerne, le fait qu'il fallait enseigner le fait religieux à l'école parce qu'il faut armer les gens avec de la connaissance. On ne vivra pas ensemble dans la pluralité si on ne sait rien. Et j'étais l'autre jour à Nîmes dans un débat avec un philosophe protestant, Olivier Abel, qui citait Ricoeur et qui dit « On ne